Bonsoir, Bonsoir. bonsoir Florise. Oui, bonsoir Sabrina, bonsoir Guillaume et à tous ceux qui nous écoutent ou nous écouteront en différé. Eh bien, écoute, merci d'avoir accepté notre invitation. Et ce soir, on va parler de ton tout dernier livre qui est donc sorti cette année, il y a juste quelques mois, qui Ouais, s'appelle Sortir du sillon de l'abus. ouais. Voilà, un chemin d'amour et de respect de soi. Et donc, aux éditions vient de paraître avec un jeu de mots. Avec un jeu de mots qui est une maison d'édition virtuelle et symbolique. Moi, j'ai marqué, voilà, je suis en auto-édition, mais je tenais à ce qu'il y ait ce nom de maison d'édition sur mon livre. Ouais. Eh bien, écoute, c'est un livre qu'on a adoré. Ah oui, vraiment, 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 vraiment. Guillaume a commencé à le lire et j'entendais « Il faut le lire, il faut le lire. » Oui, 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 mais il faut que tu le finisses d'abord. Ce livre, il est très, très structuré, je trouve, très clair dans l'écriture. Il y a deux grandes parties. Une grande partie avec les leçons de vie qui se lisent très facilement avec des thématiques très parlantes. Il y en a 72 leçons de vie. Donc, je peux donner juste quelques exemples. Qu'est-ce que je sens? Sortir du silence. Je mérite. Maintenant, j'ai regardé mon ombre. Et puis, dans une deuxième partie, tu racontes ton processus thérapeutique. Donc, les 3 temps de mon chemin de guérison, les différentes approches, etc. Donc, voilà, c'est un livre qui se lit très facilement parce qu'on a l'impression que tout est clair, en fait. On dit qui se conçoit. Ah, oui, c'est Attends. l'illustration de ce qui se conçoit bien s'énonce clairement Voilà. et les mots pour le dire viennent aisément. Merci. C'est exactement ça, tout à fait, tout à fait. Ben, merci beaucoup. Oui, alors c'est vrai que ce livre, en fait, j'ai eu l'élan pour écrire ce livre au tout début de mon chemin thérapeutique qui s'est fait sur 10 ans. Il y a eu un événement marquant, peut-être qu'on pourrait commencer par ça, où je me suis dit, je vais écrire un jour un livre sur ce sujet-là. J'étais au début de ma thérapie, je venais de sortir du déni de l'abus et tout ça, et puis j'avais encore tendance à toujours vouloir éviter de mettre des gens en porte-à-faux, alors qu'il y avait eu mensonge, qu'il y avait eu irrespect, des choses comme ça. Et puis, c'était le cas dans une situation que ma thérapeute était au courant et quelqu'un avait dit un mensonge sur moi, etc. Et ma thérapeute m'a dit, il faut absolument aller rétablir la vérité, Fleur-Lys, c'est important pour ton chemin de guérison. Et je ne voulais pas mettre cette personne en porte-à-faux parce qu'il y avait vraiment eu un manque de déontologie de cette personne et tout ça. Et je dis, non, c'est pas si grave et tout ça. Puis elle me dit, Fleur-Lys, si tu ne rétablis pas la vérité, c'est toi qui continues à creuser ton sillon de l'abus. Et là, il y a eu vraiment, ça a été une prise de conscience déflagrante, si je peux dire, parce qu'en une fraction de seconde, j'ai compris qu'il y avait eu les abus dans l'enfance, mais là, j'étais adulte et que c'était de ma responsabilité. J'étais responsable de creuser le sillon de l'abus, donc j'avais autant de pouvoir d'en sortir et de creuser l'autre sillon qui est celui de l'amour et du respect de soi. Et là, j'ai vu que ce que j'avais vécu dans l'enfance, il y avait des empreintes et que ça, moi, je pouvais nettoyer ces empreintes en me disant là, si je tolère cet abus, cette maltraitance, je creuse moi-même mon sillon de l'abus. Donc, je n'ai que moi donc, pour me plaindre. Et j'ai appris à affiner ma perception extérieure, intérieure, là, est-ce que je me respecte ou je me maltraite ou je me laisse maltraiter, etc. Donc, c'est un message fort dans ce livre, c'est-à-dire, enfant, on n'est responsable de rien, mais adulte, je peux continuer à creuser ce sillon ou en creuser un autre. Donc, ça, c'est, je dirais, le point de départ. Et je me suis dit, un jour, j'écrirai un livre là-dessus quand je serai suffisamment guérie et prête. Et ça m'a pris 10 ans pour sentir ça. Et je me suis ouvert un petit carnet où j'ai commencé à noter les leçons de vie. Moi, j'ai appelé ça tout de suite des leçons de vie, c'est-à-dire des prises de conscience, des clés de résilience, où il y avait un avant, un après avec ma thérapeute. Et je me suis dit, ah, ça m'a aidé avec un pas très concret. J'ai noté au fur et à mesure
des années. Et puis, il se trouve qu'il y en avait 72. Je n'ai pas cherché à en mettre 72, mais voilà, il y en avait 72. Voilà. C'est un livre, donc je te disais un peu hors antenne, que je trouve absolument admirable, vraiment remarquable. C'est un très très beau livre et je pense que toutes les personnes qui sont concernées à un titre ou à un autre par l'abus, ça peut être bien sûr l'abus sexuel, ça peut être des personnes qui sont victimes, qui ont été victimes d'abus sexuels, mais ça peut être aussi des thérapeutes qui reçoivent des personnes victimes de violences sexuelles et qui parfois ne savent pas très bien comment s'en occuper parce qu'ils n'ont pas reçu de formation spécifique, par exemple. Je pense que toutes ces personnes-là, au moins, devraient lire ce livre. Et notamment, je trouve très pertinente et très riche ce concept de sillon de l'abus. Alors, tu viens d'en parler, mais j'aimerais te demander de prendre le temps de vraiment bien détailler ce que toi tu appelles le sillon de l'abus. Absolument. OK. Juste avant de répondre à ta question, peut-être juste rajouter que ce livre peut aussi intéresser les personnes qui ont été victimes de toute forme d'abus ou de maltraitance. Parce qu'il y a l'abus sexuel, voilà, mais il y a aussi l'abus physique, de violence physique, il y a les abus psychologiques. Moi, j'ai un homme qui a lu mon livre et qui m'a dit que ça avait été la clé de voûte pour lui, pour sortir de l'abus psychologique qu'il avait subi depuis toujours. Puis l'homme avait 55 ans quand il a lu mon livre, par son père, et qu'il a réalisé en lisant mon livre qu'il avait mis un petit peu de ouate et de baume sur l'abus, mais qu'il y avait toujours ce sillon, c'est-à-dire son père exerçait toujours, alors que son père avait 80 et quelques années, la même emprise sur lui au niveau psychologique. Donc voilà, ça je tenais à le préciser. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas l'impression d'avoir subi un abus, quel qu'il soit. Mais si on regarde dans les faits, par exemple, si j'accepte une relation de maltraitance ou une relation amoureuse toxique, c'est un indice que j'ai encore une empreinte de maltraitance. Parce que si je m'aime vraiment, je n'accepte pas ça. Voilà. C'est aussi la clé de voûte pour sortir du sillon de l'abus, c'est de m'aimer et me respecter. Plus je m'aime, plus je me respecte, et moins je tolère l'abus et la maltraitance. Voilà, donc je voulais dire ça. Et puis oui, ce fameux sillon, et donc c'est pour ça qu'il y a 72 leçons, parce que c'est tout ça qui est développé, détaillé, parce que c'est nuancé, c'est subtil, parce que l'abus aussi, ça peut être l'abus envers moi-même, aussi, la maltraitance envers moi-même, et même envers l'autre. Je vais donner 2 exemples de ça. Par exemple, dans le cas que j'ai dit tout à l'heure, le fait de ne pas rétablir la vérité, que je laissais peser ce flou de cette personne qui m'avait dit des choses qui étaient complètement fausses et m'avait fait porter la responsabilité de choses qui n'étaient pas de moi. En ne disant rien, j'aurais pu dire tout est réglé, je ne dis rien, on n'en parle plus. Mais si je regarde profondément à l'intérieur de moi, est-ce que c'est m'aimer et me respecter vraiment que de ne pas rétablir cette vérité? Donc c'est aussi, je continue à le creuser, ce sillon aussi. Ça, c'est un exemple. Une autre façon aussi, c'est par exemple, je me suis engagée dans quelque chose, un projet, une relation, et puis à un moment donné, il y a des choses qui vont plus, qui ne me conviennent plus, où je commence même à être mal à l'aise, inconfortable. Et avant, je me disais, je reste dans la relation, dans le projet, parce que j'ai donné mon engagement. Je ne me permettais pas le droit de changer d'avis. Donc, je me maltraitais parce que la situation évoluait d'une certaine façon que ça ne me convenait plus du tout. Donc, j'ai appris que j'avais le droit de changer d'avis. Donc, ça aussi, mais c'est très subtil, cette histoire de sillon de l'abus. Donc, c'est pour ça que tout au long du livre, je le décris, parce que chaque leçon de vie donne un exemple de ce que je fais qui creuse le sillon et comment je peux en sortir. Je ne sais pas si ça répond à ta question ou tu aurais besoin que je... C'est ta réponse. Je trouve que dans ton livre et dans ce que tu viens de dire là, on perçoit bien que un des problèmes que pose l'abus, et effectivement, pas nécessairement sexuel, hein, c'est qu'il crée en fait une confusion
entre les frontières de la personne abusée, de la victime, et les frontières de l'agresseur, et que cette confusion, elle fait, c'est le lieu de futurs abus, c'est-à-dire, en fait, elle empêche, les frontières deviennent floues. Donc, il y a une confusion. Donc, on ne sait plus finalement si, lorsque quelque chose se produit, on est respecté ou pas respecté, et on ne comprend pas très bien pourquoi on devrait être respecté, puisque c'est possible de ne pas avoir de frontières et de vivre quand même. Il y a quelque chose de très, à la fois subtil et extrêmement vicieux en termes d'identité de la personne qui se produit. Et toi, dans toutes ces leçons de vie que tu nous présentes, tu nous donnes des exemples très précis, très concrets de, à ce moment-là, je ne suis pas respecté. À ce moment-là, je ne me respecte pas moi-même. Et même à ce moment-là, je ne respecte pas les autres. Et je trouve ça vraiment très, très, très intéressant, très fertile. Et je te remercie de te montrer dans ta vérité, y compris lorsque c'est toi qui ne respectes pas les autres. Parce qu'il y a ça aussi parfois. Et c'est aussi une conséquence des abus initiaux. Absolument. J'ai eu cette chance d'avoir cette merveilleuse thérapeute et qui un jour m'a pointé ça. Je pense que à ce moment-là, j'étais dans le fait de vouloir insister pour obtenir quelque chose que je voulais. La personne avait soit dit non, j'insistais, ou soit je la sentais hésiter. Au lieu de lui laisser l'espace de sentir, je poussais. Et là, ma thérapeute m'a dit, Fleurlys, quand tu fais ça, tu es toi-même dans l'abus. Et là, ça a été waouh. Ouais, et ben, voilà, j'ai quand même fait le travail pour dire, ok, oui, je vais aller voir ça, je vais aller voir mon ombre aussi. Ça demande beaucoup de courage. Elle ne m'a pas montré ça tout de suite, comme elle me le disait. Elle me disait, on va pas, en tant que thérapeute, aller montrer l'ombre de la personne tout de suite. Il faut construire l'amour et le respect, etc. Mais j'ai fait ce chemin où, à un moment donné, elle a pu m'inviter à aller voir mon ombre. Et que j'ai dit oui, et merci. Et parce qu'il y a eu cet effet double, c'est-à-dire en allant voir mon ombre, en allant aller voir les choses avec humilité, je pouvais mieux accueillir l'ombre des autres, l'imperfection des autres. Et comme elle m'a montré, c'est que l'ombre, en fait, c'est juste le mécanisme de protection pour une blessure. Donc, c'est-à-dire que, bah voilà, quelqu'un qui a un comportement auquel je vais sûrement peut-être dire stop, ça c'est une chose, mais d'avoir aussi le cœur assez grand, l'amour, pour pouvoir dire, ben, cette personne-là, avant cette blessure-là, ben voilà, il a été blessé. Et puis, moi, j'arrive à voir, j'aime voir, en tout cas, j'aime ça de moi quand j'arrive à voir l'autre dans la pureté de son essence avant qu'il ait été blessé. C'est comme ça que j'ai pu aussi, je fais une parenthèse, entrer en contact avec les personnes Alzheimer, mais ça, c'est un autre sujet aussi. Et oui, abuser les autres, m'abuser moi-même et me laisser abuser. Et c'est vrai que quelqu'un me disait dernièrement, mais Fleurlys, comment tu fais la différence? Quand est-ce qu'on sait si je me maltraite, si je m'aime, si je me respecte? Et ça a été un grand apprentissage parce que je n'avais jamais pris de temps et été enseignée sur qu'est-ce que m'aimer vraiment et me respecter vraiment. Et là, ma thérapeute me disait, ça, Fleurlys, quand tu fais ça, ce n'est pas t'aimer, ce n'est pas te respecter. Quand tu fais ça, c'est t'aimer. Et j'avais comme des repères, et c'est comme ça que j'ai appris à définir ce qui était pour moi m'aimer et me respecter. Parce qu'au départ, j'étais dans une relation, quand je suis allée en thérapie, j'étais dans une relation amoureuse qui était toxique. Et à ce moment-là, tu m'aurais dit que je ne m'aimais pas ou que j'aimais pas l'autre. Moi, c'était, voilà, oui, je m'aime, oui, j'aime l'autre. Et jusqu'au jour où ma thérapeute, par petits bouts, hein, c'est ça, c'est leçon de vie, à un moment donné, elle me dit, mais Fleurlys, tu te contentes de miettes d'amour, de miettes d'attention dans cette relation. Est-ce que c'est ça que tu veux pour ta vie, être une mendiante de l'amour? Elle avait une façon de me transmettre les choses avec des questions, et là, je me dis, waouh, mais non, non. Être une mendiante de l'amour, quand je me vois être dans la mendicité de l'amour, je sais que je ne m'aime pas. Maintenant, je le sais.
Et je pense qu'il y a toute une éducation à faire sur qu'est-ce que c'est s'aimer et qu'est-ce que c'est se respecter. Et chaque leçon de vie, pour moi, donne un petit bout de cet apprentissage de ce que c'est s'aimer et se respecter. C'est beau. Merci. Et il y a cette leçon de vie où un jour ma thérapeute me dit Fleur-Lise, est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes vraiment? Puis je lui réponds ah ben oui, je m'aime, c'est évident que je m'aime. Et c'était au début de ma thérapie. Mais à quoi tu sais que tu t'aimes? Ah, je dis ben parce que j'ai une très haute estime de moi-même. Voilà, je fais ça, j'ai telle qualité, j'ai telle réalisation, j'ai plein de confiance en moi. Et là, elle m'a montré que l'estime de soi n'est pas nécessairement l'amour de soi. Parce que je m'accrochais à un homme qui ne me respectait pas, qui ne me voyait pas, qui ne m'honorait pas, qui me donnait des miettes d'amour. Elle dit, ce n'est pas s'aimer que d'accepter ça. Et donc, par contre, quelqu'un qui s'aime vraiment, c'est une belle composante, l'estime de soi, mais ce n'est pas la même chose. Pour ma thérapeute, elle me disait que s'aimer, c'était aussi de s'accueillir quand on était dans la souffrance, dans l'inconfort, dans l'échec, dans notre vulnérabilité, et d'arriver à se donner cet amour, cet accueil, cette tendresse. C'est tout le travail de la réparation de l'enfant intérieur et de se reconstruire des parents intérieurs à la fois dans l'amour et le cadre. Et ça, je ne sais pas si elle vous a touché, cette leçon de vie que j'ai appelée l'autorité de l'amour, qui est pour moi, qui a été un repère très important, parce que je vais vous dire comment elle m'est arrivée cette leçon de vie. C'est ça aussi que j'aime partager dans ce livre-là, c'est-à-dire que peut-être que je peux le mentionner maintenant, chaque leçon de vie, donc il y a le titre qui donne quand même un petit peu l'ambiance dans laquelle on va aller. Il y a un condensé de la leçon de quelques phrases, voilà, la quintessence, et ensuite le développement, j'en étais où, comment c'est arrivé, mes résistances, mon cheminement pour intégrer la leçon de vie, et puis à la fin, un petit encadré avec des invitations à marcher quelques pas très concrets par rapport au thème qui a été développé. Et ce jour-là, on était en thérapie de groupe, et puis on parle du fait de verbaliser son amour, l'importance de dire je t'aime. Et puis moi, ça me fait monter une colère à ce moment-là. J'ai dit, mais et j'éclate. À ce moment-là, j'ai dit, moi, on m'a dit je t'aime. On m'a abusé en me disant je fais ça parce que je t'aime. Donc moi, l'amour, les mots d'amour, voilà. Et là, elle m'a repris, elle m'a dit, Fleur-Lise, quand il y a de l'abus, ce n'est pas de l'amour. En fait, c'est tellement simple et percutant et ça remet les pendules à l'heure. Ce n'est pas de l'amour. Et là, elle m'a parlé de cette notion de l'autorité de l'amour, c'est-à-dire l'amour qui est dans l'axe horizontal, qui accueille, voilà, et l'axe vertical qui est la conscience, qui est le discernement, qui est la pose de limites. Et elle m'a dit, l'autorité de l'amour, c'est l'amour qui accueille tout, mais ne permet pas tout. Et là, moi, ça m'a fait ça m'a remis les deux cerveaux en même temps. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais avec ça, c'est comme si je me dis, là, je peux commencer à cheminer, à me réouvrir à l'amour. Parce que sinon, il y avait tout qui était fait au nom de l'amour. Et voilà, et plus tard, j'ai une leçon de vie qui est venue en complément de ça, c'est l'alliance de mon yin et de mon yang, parce que l'amour est attribué au yin et la conscience au yang, et que tous les deux ont la lumière et l'ombre. C'est-à-dire que le yin, l'amour qui permet tout, l'amour qui est passif, qui est dans la complaisance, la compromission, c'est l'ombre du yin, c'est l'ombre de l'amour. Même chose pour le yang, dans sa beauté, c'est l'affirmation, la capacité de faire des choix, de réaliser, mais dans son aspect de l'ombre, c'est l'exigence, c'est la dureté, c'est la guerre, c'est des choses comme ça. Donc, l'autorité de l'amour, c'est la lumière de l'amour et la lumière de la conscience. Donc, oui, c'est magnifique. Ça. Merci beaucoup. merci. C'est formidable parce que je trouve que de leçon de vie en leçon de vie,
ton travail clarifie énormément des sortes de mouvements intérieurs que nous vivons tous sans forcément savoir les nommer et qui du coup deviennent un peu confus et nous portent à faire des choses qu'ensuite on pourrait regretter. Et toi, voilà, je trouve que tu poses la lumière, tu clarifies vraiment les choses. Et je suis persuadé que ce livre est très, très aidant pour ses lecteurs, quoi. Grâce à ça, grâce à ce travail de clarification. Oui. À un moment donné, tu parles de la beauté de l'effondrement aussi. Alors ça, pour quelqu'un comme moi qui tient. Wow. Elle t'a touché, celle-là aussi. Wow. Et oui, et oui, et oui. Et ça, je tiens à le souligner, ce terme de la beauté de l'effondrement, je le tiens de Stéphane Schillinger, hein, parce qu'au moment où je me suis effondrée, cette fois-là, je me suis effondrée plusieurs fois, mais cette fois-là, je suis tombée sur le texte de Stéphane qui s'intitulait La beauté de l'effondrement. Et ça m'a fait un recadrage, et j'étais en même temps dans les lectures de Christiane Singer aussi, qui dit « Assieds-toi dans ton désastre ». Et qui est aussi le fait de dire, bah voilà, t'es effondré, t'as une émotion qui te submerge, bah, va accueillir cette émotion. Et donc, j'ai plusieurs leçons de vie parce que ça m'a pris tout un chemin pour apprendre à accueillir ma peur du vide, ma tristesse que je sentais abyssale, ouais, plusieurs choses comme ça. Donc, il y a et donc plusieurs même leçons de vie amènent différents angles de même travail de guérison, parce qu'il m'a fallu plusieurs angles pour y arriver. Oui. La beauté de l'effondrement, c'est-à-dire de lâcher ça et d'accueillir sa vulnérabilité et de se donner ce temps de retour à soi, aussi dans une très grande profondeur et vulnérabilité. Et c'est un chemin de compostage. Je n'ai pas fait le chemin de Compostelle, mais j'ai fait le chemin de compostage. Ça, oui. Ça, oui. Oui. Et c'est vrai que j'ai, même les thérapeutes aussi qui lisent mon livre disent que, en tout cas, ça devrait être un livre de référence pour tous les thérapeutes, parce que c'est vrai que je décris le processus thérapeutique qui est intéressant et pour un thérapeute, puis quelqu'un qui va faire de la thérapie ou quelqu'un qui n'en a jamais fait et qui peut voir toute la beauté de ce travail-là. Et j'ai eu une thérapeute hors du commun, exceptionnelle, et je voulais faire profiter les gens de ce que moi j'avais reçu. Voilà. Et après, j'ai fait aussi appel à un autre thérapeute et d'autres approches thérapeutiques dont je parle aussi dans le livre, mais ça a été mon fondement de guérison, c'était avec cette thérapeute. Et effectivement, c'était une femme d'amour, elle est toujours une femme d'amour, mais avec la capacité de poser le cadre. Et chose que je tiens aussi à souligner, qui est écrit dans le livre, c'est que je suis allée dans ses bras plusieurs fois. Moi, j'ai une thérapeute qui était à l'aise avec le fait de donner des bras. C'est pas le propre de tous. Mais moi, ça a été très important dans mon chemin de guérison parce que j'ai eu une mère dissociée. Et donc, je n'ai pas eu des bras où la personne était dans une qualité de présence, de regard, d'amour et de protection aussi. Et donc, c'était vraiment comme une forme de reparentalisation. De pouvoir, quand je touchais des chagrins de la petite enfance, de pouvoir venir me nicher là dans les bras de ma thérapeute qui était vraiment dans l'amour et dans cette autorité de l'amour et qui me regardait, pas avec un sourire mielleux, mais un sourire présent, profond, avec des mots qui me rassuraient. Et c'est une partie importante de ma guérison. Et dans tous mes stages, dans toutes mes formations, on apprend à donner et recevoir des bras. Aussi, des bras d'amour, des bras sécurisants et respectueux pour aller dans, comme ma thérapeute disait, cette connexion cœur-corps, cœur-corps et regard. Et regard, très, très important. Oui, oui. Donc, Fleur-Lise, est-ce que tu serais d'accord pour nous en dire un petit peu plus sur la leçon 41 qui m'a beaucoup parlé, qui s'appelle « Transformer ma partie débusqueuse d'abus en débusqueuse d'amour ». Et si tu veux bien, je veux bien lire le condensé de… Oui, d'accord.
Ça peut donner aussi une petite idée. Moi, j'ai trouvé ça très pratique, ces petits encadrés au début et à la fin. Donc, condensé de la leçon numéro 41. De par mon passé, j'étais méfiante et je voyais de l'abus partout. J'ai appris que je pouvais transformer ma partie débusqueuse d'abus en débusqueuse d'amour. Et donc, comme on le disait, après, il y a le développement. On ne va pas le lire là parce que ça va être trop long. Mais à la fin donc, de la leçon, il y a toujours un encadré qui s'intitule pareil, de la même manière. Un pas sur le chemin de l'amour et du respect de soi. Et là, je peux y aller quelques lignes concernant ça. Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, la conclusion ou l'ouverture, comme tu disais tout à l'heure, sur d'autres chemins. Savoir que chercher à dénoncer tous les abus du monde ne nous amène pas la paix. Si nous devons le faire en termes pacifiés. Utiliser aussi notre énergie à débusquer l'amour, le beau et le bon chez les autres. Et tout autre pas qui nous inspire et nous appelle. Oui, écoute, avec plaisir que je peux développer là-dessus. Je ne vais peut-être pas nécessairement dire ce que j'ai écrit dans le livre, parce qu'à chaque fois, c'est ce qui est présent pour moi. C'est-à-dire que moi, mes jeux d'enfants, je jouais au détective privé, je n'ai pas joué à la poupée, parce que j'étais toujours aux aguets, en fait. Aux aguets, et je ne savais pas pourquoi à cette époque-là, parce que j'étais dans l'amnésie quand j'étais enfant. Et c'est vrai que le cadre pour moi est très très important. Si je vais à l'époque quand j'allais vivre des stages, si les animateurs manquaient de déontologie ou si je rencontrais des personnes, j'avais l'impression que je savais débusquer ce qui allait pas. Et je sais que même dans la rue régulièrement, je débusque des situations vraiment pas nettes entre un adulte et un enfant et tout ça. Mais bon, c'est pas nécessairement dans ma zone de pouvoir. Et là, donc, c'est-à-dire que je ne veux pas renoncer à cette partie-là, c'est-à-dire rester vigilante. Ça ne veut pas dire que je mets comme ça. Mais parce qu'il y a des niveaux d'abus. C'est sûr que si je veux voir quelque chose sur lequel je peux faire quelque chose, surtout si c'est traite un enfant, mais des fois, ça peut être dans une situation, une soirée, quelqu'un qui abuse un peu de certaines façons. Voilà. Après, c'est d'aller regarder. Donc, je le fais consciemment. Si je me surprends à être dans ma partie débusqueuse d'abus, même, en fait, pas plus tard qu'aujourd'hui. Tiens, je vais partir sur cet exemple. Voilà, je suis en train d'envisager une formation pour quelque chose et tout. Je me renseigne sur les différents formateurs. Et puis, j'entends des personnes qui me disent des choses positives sur l'un, puis d'autres personnes des choses négatives. Voilà. Même qui seraient de l'abus, que ce seraient des gens séducteurs, machin. Voilà. Et puis, je me dis, bon, peut-être, ok, ça de toute façon maintenant, comme m'a dit ma thérapeute, maintenant que je suis consciente et que j'ai mon cœur ouvert, je ne peux plus me laisser abuser parce que je vais mettre des limites. Mais je peux me dire aussi, ok, ces personnes-là sont imparfaites, voilà, et qu'est-ce que je trouve beau en elles? Qu'est-ce que je trouve inspirant? Qu'est-ce qui me touche? Et si je n'arrive pas à trouver quelque chose de beau en premier degré, c'est de prendre même un comportement qui peut un petit peu venir me déclencher, de me dire, mais c'est quoi le beau besoin qui est derrière? Même quelqu'un, par exemple, qui prend toute la place dans une soirée, qui a besoin de reconnaissance, qui parle tout le temps et tout ça, je me dis, il a juste besoin d'être reconnu. Et ça, c'est ok, c'est beau, je peux le rejoindre à cet endroit-là du besoin. Voilà. Et puis, cette capacité que j'ai d'aller rejoindre, d'aller chercher très en profondeur le détail, voilà, quand je suis allée avec les personnes Alzheimer, j'ai mis cette énergie pour aller voir la beauté là où personne, en parenthèse, n'en voyait, ou peu, en tout cas, ou pas de cette façon-là, jusqu'à m'émerveiller, à en pleurer. Voilà, c'est aussi cette même énergie. Je ne sais pas si je me fais clair, je ne sais pas si… Super clair. Ouais. Voilà. Et j'ai écrit un chant dans mon album La vibration de l'amour qui s'appelle Révéler la beauté en nous. Et j'ai envie de vous raconter l'histoire de comment j'ai créé ce chant parce que je suis sortie dans la rue, dans la petite ville où j'habitais à l'époque. C'était le tard soir, et je vois passer un homme pas trop âgé, mais voilà, il avait, en tout cas quand je l'ai vu, je me suis dit, oh là là, tous mes signaux d'alarme se mettent en place.
Et je me dis, je voudrais pas le rencontrer dans une ruelle, cet homme-là, toute seule. Tu vois. Et puis après, je me suis dit, attends, Fleur-Lys, bon là, j'étais hors de danger, c'était évident. Et si tu essayais de trouver le beau chez cette personne, tu vois. Et j'ai commencé à écrire mon chant en me disant, je veux connaître ta beauté. Et voilà, parce que chaque personne, même dans les comportements les plus infâmes, il y a une beauté en quelque part. Donc, je veux connaître ta beauté et la révéler si elle n'est pas encore révélée. Et donc, après aussi, je veux connaître ma beauté. Et voilà. Et donc, c'est ce chant qui dit révéler la beauté en nous, la célébrer, l'honorer. Donc, ça fait partie de cette énergie débusqueuse d'amour qui est aussi en lien avec la beauté. Merci. Bienvenue. J'adore faire ça. Je voudrais, moi aussi, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit toujours Sabrina, lire un petit bout, et je vais aller à l'annexe 2, oui. où tu racontes, où ton texte raconte comment un jour tu t'es retrouvé avec un genou qui ne fonctionnait plus. Oui. Et à l'occasion de cet accident, tu as écrit un petit texte que je voudrais lire maintenant. Ah oui, avec plaisir. De plein fouet, une vague de la vie m'a percuté, m'a fait plier, m'a mise genou à terre. Il fallait stopper ma marche en avant de volonté. Il fallait fissurer une trop grande exigence qui s'exprimait dans la dureté. Cette vague de l'océan qui est venue percuter mon genou avait une leçon, un cadeau d'apprentissage pour moi. Ralentissement, souplesse, acceptation, humilité. Puis une deuxième vague de la vie s'en est rapidement suivie. Celle-ci est venue percuter mon cœur et me pointer. Regarde ta relation avec le je-nous. Mon cœur s'est brisé, je me suis effondré. Mais en se brisant, mon cœur s'est réouvert à cet endroit lointain où il s'était refermé. Tout en moi a alors miraculeusement basculé. J'ai ouvert les yeux et le cœur sur l'essentiel. J'ai vu ma responsabilité à nourrir avec amour et émerveillement le plus beau en l'autre, le plus beau en moi, ensemble. Alors a rejailli en moi la source, l'élan de chérir en conscience, en tendresse. J'ai alors proclamé à mes cellules et à l'univers, j'ai le droit à l'amour, j'ai le droit à l'amour, j'ai le droit d'aimer, de me laisser aimer, cœur, corps et âme. Désormais, genoux à terre et le cœur ouvert, je dis enfin oui à l'amour. Waouh, j'adorais comment tu l'as lu, merci. J'adore le lire, il est magnifique ce texte. Oh, merci. Merci. Tu vois, j'ai hésité à le mettre parce que c'est un poème. Il y a une leçon de vie qui s'appelle Genoux à terre et cœur ouvert. Et voilà. Et puis, j'avais ce poème. Je dis, je le mets ou pas. Et puis, ben, juste pour le fait que tu l'aimes autant, je suis contente de l'avoir mis. La preuve. Ah ouais. Ah ouais. Ça a été un portail qui s'est ouvert pour moi et s'ensuit d'ailleurs dans le livre plein de leçons de vie liées au couple. Oui, donc en fait dans ce livre notamment je parle des leçons de vie aussi avec deux grands deuils amoureux, un premier où j'étais avec un homme où la relation était toxique et le deuxième n'était pas toxique mais j'avais fermé mon cœur à un moment donné et je m'étais attardée à des détails et j'avais laissé de côté l'essentiel et donc c'est ça, effectivement j'ai véritablement eu cet accident de genou. Quand je suis arrivée aux urgences je ne pouvais plus marcher, je suis arrivée en ambulance et tout ça. La médecin m'a dit, mais comment vous vous êtes faite cette entorse voilà, j'ai dit, c'est une vague qui m'a percutée. Et donc, j'étais à l'île de Ré à ce moment-là. Je ne me rappelle plus le nom de la ville où il y a l'hôpital juste à côté. Elle a dit, écoutez, ça fait 30 ans que je suis médecin ici, à côté de la mer, j'ai jamais entendu ça. Mais donc, la vague m'a percutée. J'ai eu une déchirure du ligament croisé. Donc, ça m'a pris 3 mois à retrouver la marche. Donc, ça m'a fait. J'ai tellement cheminé avec cette entorse, donc il y en a une belle partie dans ce poème, que si je devais rechoisir maintenant entre ne pas avoir cette entorse,
mais pas les leçons qui vont avec, ou avoir l'entorse. C'est des leçons que j'en ai fait, en tout cas que j'en ai tiré, parce que c'est un travail aussi de tirer les leçons. Je rechoisis l'entorse. Oui, c'est ça quand je dis que mon cœur s'était fermé à un endroit lointain. Hein, j'étais dans cette relation de couple où à un moment donné j'avais eu une grande déception et il y avait un mécanisme que j'avais pas encore été voir et guérir, et quand j'avais cette déception je fermais là profondément. Là ici ça paraissait fonctionner bien, mais à cet endroit profond c'était comme impardonnable et qu'il n'y avait plus rien à faire, et en fait en cheminant j'ai vu que je pouvais rechoisir l'amour en fait. Rechoisir l'amour, qui est une leçon de vie qui est très importante aussi. Ça, ma thérapeute, quand je lui disais, mais comment je vais faire le jour où… Parce que du coup, cette relation, donc, elle a été terminée. J'ai eu plein de leçons de vie, mais ce n'était pas possible de revenir ensemble. Et je disais à ma thérapeute, mais comment je vais faire si un jour… J'espère un jour que je revivrai une histoire d'amour avec un homme, mais de toute façon, je serai blessée à un moment donné, je serai déçue. Et comment je vais faire? Parce qu'à chaque fois, j'ai toujours eu le même fonctionnement de me refermer. Et elle m'a dit, tu peux rechoisir l'amour. Et ça a été aussi grandiose. C'est-à-dire, oui, je peux choisir de ne pas retourner dans mes mécanismes de blessure initiale, parce que en fait, moi, mon grand-père, je me rappelle très bien, donc c'est vrai qu'on n'a pas encore dit, mais moi, j'ai eu de l'abus de la part de mon grand-père et de mon frère aîné. Mais le plus important, je pense, c'est mon grand-père. Mais je me rappelle très bien de ce moment où ça a commencé. J'ai senti une énorme déception. Que le grand-père que j'aimais tant, que j'admirais tant, qu'il en arrive là, en fait. Et donc, à chaque fois que je touchais une grande déception amoureuse, ça me ramenait à cet endroit de que c'est plus possible, c'est fermé à jamais, quoi. Et que non, je peux réouvrir, je peux, en faisant en conscience avec l'autre. Et aussi, ma thérapeute m'a pointé très justement, mais tu t'imagines, Florence a dit, si parce que l'autre, à ce moment-là, a fait quelque chose qui t'a déçu, bon, peut-être que la chose en soi n'est pas nécessairement si grave, mais moi, ça a eu cet impact. Mais en fait, tu lui fermes l'accès à ton cœur et même à ton corps, à ton désir, et tu lui dis, tu as fait une erreur, terminé pour toi. T'imagines ce que tu… C'est pas être dans l'amour, ça. Si l'autre est prêt à cheminer et à ouvrir et à cheminer ensemble, mais tu vois, il y avait un endroit qui était implacable, donc dans l'exigence. Oui, dans l'exigence. Moi, c'était ça ma dureté. Et il faut que je fasse attention pour pas, si je la vois pointer son nez, et des fois par rapport à moi, hein, je peux être très exigeante par rapport à moi. Allez hop. Mon prochain livre est sur la douceur, donc la douceur avec soi-même et donc évidemment avec les autres, mais comment justement être douce avec soi. Et j'ai réalisé que c'était synonyme d'amour et de respect de soi. Si je m'aime et je me respecte, c'est doux, c'est apaisé, c'est détendu en moi. Et être douce avec moi-même, des fois, c'est de dire non. Ça peut être de quitter une relation qui est plus nourrissante et après de dire ok, waouh, c'était plus bon pour moi dans ma vie ça. Ok, donc ça m'amène de la douceur, d'écouter ce qui est juste pour moi et d'agir en conséquence. Ouais. Et c'est aussi d'apprendre, ça a été très important pour moi ça, d'apprendre, et je continue à apprendre, hein, à dire des choses qui sont difficiles, mais de le dire dans une énergie de douceur et de respect, de moi et de l'autre aussi. Voilà. Et pour que ce soit aussi entendable pour l'autre, et que de dire d'une façon que l'autre va rester ouvert ou s'ouvrir plutôt que se fermer. Et sans faire de compromission, hein, mais c'est vraiment une vibration. Une vibration. Ma thérapeute, je donne un exemple dans le livre. Donc, j'ai fait beaucoup de thérapie de groupe, donc j'ai beaucoup appris à voir les autres travailler et en participer dans le travail thérapeutique de chacun. Et une femme qui disait, oui, mon mari, il me parle mal, je vais lui dire que je ne veux plus qu'il me parle comme ça, et tata. Et donc, là, ma thérapeute lui a fait voir avec beaucoup de douceur. Tu sais, elle dit, je pense que si tu t'y prends autrement, si tu te mets toi-même déjà dans l'énergie de l'amour avant d'aller lui parler, et que tu lui dis ça en disant, mon chéri, cette relation est importante pour moi, mais là, il y a ça qui se passe, et pour moi, c'est pas bon pour moi, c'est pas juste pour moi. Est-ce que tu serais d'accord de faire autrement? Est-ce que ça change tout?
Je ne sais pas si vous le sentez, en tout cas, j'imagine que oui, c'est évident. Mais oui, donc je l'ai modélisé en fait. C'est que si on n'a pas eu de modèle pour faire les choses autrement, on ne sait pas comment faire autrement. Donc c'est pour ça aussi que je décris tous ces modèles, cette modélisation que j'ai fait de ma thérapeute et de d'autres aussi. J'ai fait aussi beaucoup de thérapie IFS, le système de famille intérieure, qui a été très important pour moi aussi pour apprendre à être douce avec mes différentes parts de moi. Parce que j'avais une part de moi que, par exemple, que je jugeais de telle façon. Et il y avait une partie de moi qui me disait, eh ben, je voudrais bien la faire sortir du système. Ça serait réglé. Mais toutes les parts ont leur place dans le système. Et comment d'apprendre à accueillir tout ça avec douceur, avec écoute, compassion, compréhension. Ouais. Donc, je pense que je suis devenue beaucoup plus douce avec moi-même au fil des ans, oui. Et des autres. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé mon stage Oasis Douceur, parce que c'est sans cesse pour travailler ça, parce qu'on est dans une société de maltraitance, même la famille est maltraitante, dans les couples il y a de la maltraitance, on maltraite la terre, la maltraitance dans la politique et tout. Donc, il faut du courage et de la clarté et de la persévérance pour réhabiliter cette douceur, ce respect de soi d'abord. Fleur-Lise, est-ce qu'il y a une leçon de vie dont tu voudrais nous parler peut-être, une qui te tient à cœur là tout de suite, que tu verrais bien? Oui, alors il y en a une, toutes, hein, mais elles sont toutes importantes. Mais celle qui me vient spontanément, je ne sais plus comment je l'ai intitulée, c'est oser dire des choses difficiles. Oui, ça s'est fait avec une amie, mais ça pourrait être la même chose dans le couple ou avec les enfants, ou voilà. Et ça a été une très grande leçon. Je vais le résumer. À moi, tu veux bien lire le condensé de la leçon, comme ça nous donne une idée. Ah oui, c'est numéro 51. Ouais. Alors, juste le condensé. 51 de... non, je fais n'importe quoi. 51. J'arrive. Voilà. On est fatigué, on a confondu la leçon et la page. Oser dire des choses difficiles. Condensé de la leçon. Un jour, j'ai fait l'expérience d'oser exprimer à une personne quelque chose qui m'était très difficile de lui dire. Je l'ai fait en conscience, avec courage, vulnérabilité et vérité. Ce fut un grand moment de respect et d'affirmation de moi. Ok, super. En fait, du coup, je vais parler de 2 leçons parce que je vais commencer par celle-ci, puis je vais compléter avec oser entendre, oser accueillir des paroles qui me sont dites qui sont pas faciles, parce que les 2 sont complémentaires. Donc, effectivement, celle-ci, je vais vous décrire un peu la situation, mais elle n'est pas importante, mais voilà, ça a été quand même par cette situation que j'ai eu la leçon de vie. J'ai un lieu où je vais depuis des années, un lieu refuge dans la nature, et j'invite quelques personnes à venir, et c'est un lieu où pour moi ne viennent que les personnes que j'ai invitées. Et il y a une personne qui s'est invitée et que j'ai pas à ce moment-là réussi à dire non. Elle est venue et je me suis fait un long bagot. Et pour moi, c'était pas juste qu'elle soit là pour différentes raisons, parce que moi, j'invite les gens à cet endroit-là qui me sont très intimes et j'avais pas suffisamment d'intimité. Et ça m'a fait réagir, puis je comprenais pas tout ce qui se jouait à ce moment-là. Et j'ai pas osé lui dire que ça allait pas pour moi. Les mois ont passé, j'étais amenée à rencontrer cette personne-là et qui me disait « Oh, j'ai hâte l'année prochaine d'y retourner, j'envisage d'acheter une maison là-bas. » Bref, en tout cas, tout en moi disait « Non, 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 je veux pas que tu reviennes sur mon lieu privé. C'est un petit endroit de nature très privé. C'est pas où il y a peu de gens. » Et je me dis « Je veux pas voir débarquer les gens sur mon territoire. » Et je ne savais pas comment lui formuler ça. Et donc là, j'ai fait appel à mon autre thérapeute IFS pour m'aider à voir ce qui était en jeu. Donc déjà, je sentais qu'il y avait un inconfort, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et au lieu d'aller lui dire avec la réaction, avec des mots qui sont plus ou moins pesés, j'ai fait déjà tout un travail d'aller voir qu'est-ce qui se joue en moi.
Et j'ai pu mettre des mots, grâce à l'aide du thérapeute, que ce lieu refuge, c'était une façon de me reconstruire mon territoire aussi. Parce que dans l'abus sexuel, il y a aussi rupture et abus. Voilà. Et donc, à ce moment-là, pour moi, c'était encore vital que ne viennent que les gens que j'invite ou que je réinvite et que n'approchent pas de ce lieu d'autres personnes. Puis je me suis dit, mais ça ne se dit pas, les gens ont le droit d'aller où ils veulent. Bon, bref. Et j'ai fait tout un chemin pour arriver à formuler ça de façon douce aussi. Mais en même temps, en disant les choses. Et j'ai pu lui dire à cette personne que c'est un lieu, vu mon histoire, qui est un lieu qui est un refuge et qui a besoin de rester intime et j'ai besoin de ma totale intimité. Et que pour moi, si quelqu'un vient là, sans que je les invite, ce n'est pas bon pour moi, ce n'est pas juste pour moi et j'ai un mouvement de rompre la relation. Et en tout cas, j'ai formulé ça de telle façon en disant, est-ce que c'est entendable pour toi? Moi, j'ai besoin de te le dire. Est-ce que tu peux respecter ça? Et en fait, ça a été complètement entendu. Ça aurait pu ne pas l'être, hein, mais ça a été complètement entendu. Et c'est quelque chose qui m'a rendue, en parenthèse, presque malade pendant 9 mois, tout le temps que je ne l'ai pas dit. Mais ça a été une sacrée leçon. Et de me dire, bah voilà, maintenant, bah, je cherche mes mots avant de dire à une personne. Là, je l'avais écrit dans un courrier, mais ça peut être aussi de préparer avant de le dire en verbal. Et ça nous a rapprochés, en fait. Parce que j'ai osé dire et elle a osé respecter. Et là, c'est une personne que je pourrais réinviter, je crois, dans ce lieu. Et peut-être qu'un jour, j'aurai plus besoin de protéger mon territoire comme ça. Voilà. Et l'autre leçon qui est en complément, c'est qu'un jour, à la fin d'une cohabitation avec une amie qui s'est mal terminée, où je me suis sentie trahie, à nouveau, la déception, la trahison, c'était je ferme. Hein, les écoutilles, c'est fermé à jamais, c'est impardonnable et tout. Finalement, on avait la même thérapeute, on est allé en thérapie à 2, à 3 donc avec ma thérapeute, parce que j'avais demandé à mon ancienne colocatrice et cette amie qui était proche de moi, pourquoi elle m'avait fait ce coup bas, c'est-à-dire qu'elle s'est retirée de la colocation avant, sans me le dire, en prenant une autre maison sans me le dire. Bon, bref, ça a été très, très dur. Et elle n'arrivait pas à me parler toute seule. Elle a dit, j'ai besoin pour te dire ce qui s'est passé pour moi, que notre thérapeute soit là. Donc, je me suis dit, OK, on y va. Et donc, on se pose en thérapie, notre thérapeute sur un côté, face à face. Et là, mon amie, là, je me prépare intérieurement et je me dis intérieurement, tu peux y aller, ma belle, tu peux me dire tout ce que tu veux, moi, ça ne me touchera pas. J'avais fermé. Et là, ma thérapeute qui est fine, qui me regarde et qui dit, Fleur-Lise, et en fait, elle s'est approchée, je vais m'approcher de vous parce que c'est comme ça qu'elle a fait, elle dit, Fleur-Lise, vu ton chemin de conscience, est-ce que tu peux t'engager à garder ton cœur ouvert tout le temps que ton amie va te dire ce qui a été difficile pour elle dans votre lien? Waouh, j'étais débusquée. Et là, bah, parce que je suis vraiment engagée dans mon chemin de conscience, et donc je me suis dit, OK, je vais faire ce travail. Donc j'ai pris un instant pour faire cette bascule et me dire, OK, j'ouvre et je garde mon cœur ouvert. Et ça a tout changé. Ça a tout changé. Et j'entendais qu'elle me parlait d'elle. Et puis, et avec émerveillement aussi, quand elle me disait, mais Fleur-Lise, quand tu as dit ça, ça m'a blessée, je me dis, ah bon, ça a eu tel impact sur elle et tout ça. Et j'ai gardé mon cœur ouvert. Et puis après, j'ai pu aussi parler. Mais ça a tout changé et je suis toujours amie avec elle 10 ans après. Sinon, c'était terminé, en fait. Donc, oser dire des choses difficiles, c'est de l'amour et du respect de soi. Et oser garder le cœur ouvert aussi, parce que c'est m'aimer de garder le cœur ouvert. Parce que si je ferme mon cœur, je suis moins dans l'amour de moi aussi. Voilà donc un exemple sur 2 leçons de vie. Wow. C'est passionnant. C'est passionnant. Alors là, Fleur-Lise, avec toi, on a navigué dans ton livre et on a évoqué 1, 2, 3, 4, 5 leçons de vie. Je voudrais rappeler qu'il y en a 72. Oui. On ne va pas parler de toutes là. Hein. Non, c'est sûr. Au bout de cette vidéo. Et redire que c'est vraiment un travail absolument passionnant, que c'est un livre qui se lit de manière très agréable, qui est très clair et qui est immensément riche d'enseignements pour tout le monde, pour les
les thérapeutes, les personnes abusées à différents titres, pour les personnes qui veulent savoir ce que c'est que l'abus et qui ne se sentent pas avoir été abusées. Oui. Pour tout le monde, en fait, a vraiment beaucoup à trouver dans ce livre. On n'a pas abordé la dernière partie qui est la description de ton chemin thérapeutique, qui est intéressante aussi pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un chemin thérapeutique ou une thérapie, de comprendre que c'est avec l'addition de différentes approches qu'on peut vraiment se reconstruire. Oui, puis un engagement vers son chemin de guérison aussi, dans la durée et dans le travail. Il y a le temps avec la thérapeute ou le thérapeute, puis après, c'est comment je travaille dans ma vie quotidienne et que je chemine. Oui. Et puis, je tiens à dire aussi, parce que c'est vrai que les leçons de vie qu'on a évoquées n'ont pas parlé de l'abus même, mais en tout cas, il y a effectivement toutes les leçons pour sortir du déni, pour aller sortir les émotions, pour le travail avec le pardon. Voilà, et donc toutes les leçons, les infos sur la loi du silence, qu'est-ce qui fait qu'on garde le silence aussi longtemps, qu'est-ce que les mécanismes qui fait qu'on continue à se laisser maltraiter, notamment les relations amoureuses, c'est aussi un endroit où il peut se rejouer beaucoup des choses comme ça. Donc voilà, voilà, l'amour et le respect de soi se reconstruit pas à pas. Il y a plein de dimensions, de nuances. Et chaque leçon de vie, c'est ça, je tiens aussi à dire, fait 2 à 3 pages en moyenne. Il y en a une ou deux, un peu plus. Donc, quelqu'un peut dire, aujourd'hui, je lis une leçon de vie. On n'est pas obligé de les lire dans l'ordre. Chaque leçon de vie, mais c'est sûr qu'après, il y a un cumul. Et à la fin, je termine, la 72e, c'est la leçon m'aimer. Mais il est question de tout ça dans le livre, mais c'est un petit peu un condensé aussi de qu'est-ce que c'est s'aimer, parce que c'est pour faire ce travail de dire c'est qu'est-ce que c'est m'aimer et me respecter, pour savoir dire là je m'aime et je me respecte, et là je ne m'aime pas et je ne me respecte pas. Donc c'est très important ça, et ça se fait tout au long du livre aussi. Oui, oui. Merci d'avoir précisé ça. Il y a aussi des annexes. Dans ces annexes, il y a des leçons de vie qui sont un peu à part. Et puis, il y a ce poème que j'ai lu tout à l'heure. Il y a un texte aussi, un autre texte très beau. Et il y a un point, une synthèse très claire et très précise des concepts essentiels du traumatisme, du post-traumatisme, que sont par exemple l'amnésie traumatique, etc. La sidération, absolument, oui. La dissociation aussi. Voilà, parce que voilà, on n'en a pas parlé, mais notamment dans les abus, souvent il y a la dissociation. Donc moi, en fait, j'étais dissociée, ça ne veut pas dire que je fonctionnais pas, mais il y avait des endroits de moi qui étaient anesthésiés, qui étaient coupés, et que j'ai vraiment appris à revenir à la présence à moi-même, parce que tant qu'on reste dissocié, on ne sait pas ce qui est bon et pas bon pour nous, donc on accepte tout, en fait. C'est ça. On est des proies faciles à l'abus parce que on sent pas ou on laisse passer. Et oui. Et je voudrais préciser une dernière chose, c'est que c'est pas un livre pathos, quoi. Non, merci de le préciser. C'est très important de le dire parce qu'on peut hésiter à s'offrir un livre sur l'abus parce que bon, l'abus, mais c'est pas du tout pathos, c'est pas un truc qui va vous arracher des larmes à chaque page, c'est pas quelque chose qui est là pour faire plaindre, ou pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est le contraire, c'est un livre qui est positif, qui est dynamique, qui est clair, qui explique ce que sont les choses. C'est un livre qui est éclairant, c'est pas du tout un truc triste qu'il ne faudrait pas lire sur la plage pendant l'été. Celui-là, vous pouvez le lire sur la plage, pas de problème. Oui, et puis qui donne des clés de pouvoir. En anglais, on dit empowerment, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire là pour aller vers un chemin de guérison, de m'aimer encore plus, me respecter encore plus, m'épanouir encore plus. C'est de ça qu'il est question, en fait. Oui, absolument. Absolument. Ouais. Tu serais d'accord avec l'idée qu'il s'agit d'un livre optimiste sur un sujet pas facile? Oui, absolument. Et puis, je pense qu'on a tous un chemin de guérison à faire d'une façon ou d'une autre, parce que on n'a pas eu des parents parfaits, même des parents qui ont laissé les enfants pleurer des nuits entières, parce qu'à l'époque, on disait on laissait les enfants pleurer, on ne les prend pas dans les bras. C'est des traumas.
L'enfant se dit, mais je ne suis pas aimé, on m'aime pas suffisamment, qu'on vient même pas à ma rescousse, on vient pas me sauver. Donc là, il y a des dissociations, il y a des coupures. Donc, il y a vraiment tout un chemin, même s'il n'y a pas eu, on ne qualifie pas ça d'abus, de maltraitance. On a tous à cheminer pour avoir encore plus d'amour et de respect de soi. Dans ce sens, ce livre aussi peut même toucher des gens qui ont l'impression de ne pas avoir vécu d'abus. Par contre, il y a plusieurs témoignages qui me disent qu'il y a des remontées de souvenirs traumatiques en lisant mon livre ou à la suite de… C'est comme un déclencheur, mais c'est positif dans le sens aussi que ça remonte à la mémoire et qu'on puisse traiter ça et que justement ça sorte. Et parce que la première leçon de vie qui est fondamentale, c'est grave, c'est de reconnaître, d'avoir un témoin qui nous dit que ce qu'on a vécu était maltraitant, était grave, et que nous, on arrive à le reconnaître. C'est à ce moment-là, quand j'ai pu me dire, moi, que ce que j'avais vécu était grave, que j'ai commencé mon chemin de guérison. Pas avant. Bien sûr. Voilà. Fleur-Lys, merci d'avoir écrit ce livre. Merci d'avoir accepté d'en parler avec nous à l'Université de l'Amour. Ah, merci beaucoup. Puis on attend avec impatience le prochain. Oui, merci. Merci. Et puis on n'a pas parlé aussi, mais c'est sûr que peut-être juste cette petite note de fin, c'est que ce chemin de guérison, bon, je ne suis pas en couple, mais je suis certaine que ça va me permettre d'avoir encore une meilleure relation de couple. C'est certain. Aussi, voilà. Mais merci à vous pour votre lumière, votre amour et votre simplicité. Et c'est un plaisir d'être avec vous à chaque fois, vraiment. Partagé. Plaisir partagé. Merci. Peut-être donner mon site internet. Vous me le noterez peut-être sous la vidéo si les gens veulent aller voir. Hein, fleur-lysmonastès.com. On fait ça. Très bien.